Dans cette vidéo, tu vas découvrir les dernières nouveautés de Swift Data version 2027. Petit rappel, Swift Data, ça te permet de stocker des données de tes utilisateurs directement sur leurs appareils en local. Et donc on va voir toutes les nouveautés qui ont été apportées par Apple dans cette dernière mise à jour. Avant d'y aller, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenus sur le sujet, laisse un like et surtout n'hésite pas à t'inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo à mon cours offert. C'est une série de 5 vidéos dans laquelle je te fais maîtriser les fondations indispensables de la création d'applications iOS. On va créer ensemble une petite application de A à Z, ça va me permettre de t'apprendre plein de choses et de te faire gagner énormément de temps. Donc surtout n'hésite pas, ça serait dommage de louper ça, premier lien en description de la vidéo. Et sinon voilà, maintenant on y va directement avec cette vidéo juste après la petite intro. Et du coup aujourd'hui on va regarder cette vidéo de Apple What's New in Swift Data. Ils vont nous montrer les dernières nouveautés avec cette application là qui permet d'ajouter différents voyages. Et donc voilà, tout ce qu'ils vont nous montrer ça va se faire sur cette appli là, cette application de démo. Ils utilisent dans cette application SwiftUI pour l'interface, tout ce qui se voit à l'écran, et Swift Data pour le stockage des données sur l'appareil. Et donc jusque là on pouvait faire ça avec Swift Data, donc t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Si tu débutes, te faire une rapide présentation de ce qu'il est écrit là et à quoi ça sert. Là concrètement c'est le code qui nous permet d'afficher cet écran là. En haut du fichier on importe SwiftUI et Swift Data pour pouvoir s'en servir, et ensuite on a notre vue, donc ce qui est encadré en rouge ici c'est ce qui va afficher l'écran. Sur cet écran qu'est-ce qu'on affiche? Eh bien on affiche tout simplement une liste, et dans cette liste on affiche autant de lignes qu'il y a de voyages enregistrés dans l'appareil. On a 4 voyages, donc ça va afficher bien 4 lignes, 4 fois la même chose. Donc tout ça c'est pas nouveau, je fais juste un petit rappel, ça fait jamais de mal. Et donc pour afficher chacun de nos voyages on va récupérer ça dans la mémoire de l'appareil avec notamment cette ligne de code. Cette ligne et notamment le @query ici c'est permis parce que on a importé Swift Data, ça fait partie de Swift Data. Query ça veut dire une requête. On fait une requête pour aller chercher dans la mémoire de l'appareil et récupérer tous les voyages qui sont à l'intérieur, et on va stocker tout ça dans une variable qui s'appelle trips. Donc dans cette variable on a tous nos voyages, donc c'est un tableau avec nos 4 voyages pour l'instant à l'intérieur. Variable qui s'appelle bien trips, c'est pour ça qu'ici on va afficher pour chacun de nos voyages, on va afficher un trip différent. Et donc au moment où on fait notre requête pour récupérer tous nos voyages dans la mémoire de l'appareil, on va aussi effectuer un tri par la même occasion directement. Ici on trie par date de début. Donc maintenant qu'est-ce qui est nouveau avec ce petit query? Maintenant on va avoir la possibilité de, en plus du sort, on va pouvoir avoir un nouveau paramètre qui s'appelle section by. On va pouvoir directement récupérer tous nos voyages et directement les séparer en différentes sections qu'on va pouvoir afficher directement dans notre liste. Et on va pouvoir notamment faire comme cela. Donc on a toujours notre liste. Dans notre liste on a un for each. Du coup pour créer autant de sections qu'il existe de sections qu'on a récupérées ici avec section by, on va écrire cela, le nom de notre petit tableau de voyage, .sections tout simplement. Et après dans notre section on va pouvoir utiliser un titre, donc ce qui va s'afficher notamment ici ou là ou encore ici même, on va utiliser tout simplement section, donc le section qui est ici. Pour chacune des sections on va utiliser section.id, et donc là le .id ça va correspondre tout simplement au nom de la section. Et donc voilà à quoi ça ressemble dans la preview. On a bien 3 sections différentes parce que dans section by ici on a séparé par destination. Donc pour chacune des destinations qu'on a, ça va créer une section différente. On a 3 destinations différentes ici, donc on a bien 3 sections différentes. Donc voilà pour cette petite nouveauté en ce qui concerne directement la séparation en plusieurs sections. Ça peut être utile, voilà, ça nous permet d'avoir un code quand même beaucoup plus simple. On pouvait faire ça auparavant, séparer en différentes sections, mais ça demandait un petit peu plus de lignes de code. Voilà, au moins on peut faire ça beaucoup plus simplement, nativement, avec directement Swift Data et ce section by. Donc ça peut être toujours utile à l'avenir, tu pourras peut-être en avoir besoin. Et donc ça c'est pour la première nouveauté, la nouveauté la plus simple. Donc là plus on va aller dans la vidéo, plus ça va être technique, mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de tout t'expliquer. Tu te serviras peut-être pas de tout désormais dès maintenant dans les prochains jours, prochaines semaines, mais on sait jamais, un jour ça pourra te servir. Donc n'hésite pas toujours à continuer à regarder cette vidéo, tu pourras te souvenir que peut-être il y avait ce truc là dont j'avais entendu parler, je vais aller chercher l'information pour voir comment on faisait. Au moins tu sauras que tout ça existe. Voilà, si tu débutes, je peux comprendre que tout ça fasse un petit peu peur. Mais là, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est pas forcément le code. Ça se fait vraiment avec la pratique, avec le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà les idées, les concepts. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les créations d'applications iOS, notamment avec Swift Data. Pas besoin de tout connaître par cœur, bien évidemment, dès le début. Ça, c'était la petite parenthèse avant de passer à la suite du coup. On va voir maintenant comment utiliser des types de données personnalisées avec Swift Data. Parce que jusque-là, ça pouvait poser certains problèmes à certains moments. Donc, on est toujours dans notre exemple d'application de voyage. Et donc ici, ils ont créé un type de données particulier qui va représenter un voyage. C'est un modèle de données. Donc ça ressemble à cela. C'est ça un voyage concrètement dans notre application. C'est une classe qui a pour nom trip.
Et donc un voyage va avoir plusieurs propriétés. Un voyage va avoir un nom, il va avoir une destination, il va avoir une date de début et une date de fin. Donc chacun des voyages va devoir avoir ces différentes données là. Donc jusque là c'est totalement ok, tout ça va fonctionner parce qu'on utilise des types de données string, donc des textes ici, on utilise des types date ici, donc là ça va totalement marcher parce que c'est des types relativement classiques. Par contre ça va pas forcément marcher quand on va vouloir ajouter des types de données plus particuliers, et donc là il nous apporte une solution possible dans les cas où ça ne fonctionne pas. Notamment ici dans l'application ils ajoutent une barre de recherche et la possibilité de pouvoir faire en sorte que quand on fait une recherche, de rechercher des lieux qui existent réellement en se servant du framework MapKit, qui est un outil qui nous permet de faire ça notamment grâce à Apple. Et donc pour chacun de ces lieux qu'on va pouvoir chercher sur MapKit, on va pouvoir récupérer des données et potentiellement on va pouvoir les ajouter à notre voyage. Donc là ce que je mets en rouge c'est ce qu'on va pouvoir récupérer comme information et potentiellement ajouter dans un modèle de voyage, notamment ces deux éléments là. Pour un lieu donné qu'on va rechercher dans la barre de recherche, on va pouvoir récupérer des coordonnées GPS, latitude, longitude, ainsi que un emplacement donc de type location, ainsi qu'un mkMapItem.identifier. Et c'est notamment ce type de données qui va poser problème actuellement. Un mkMapItem.identifier, concrètement, ça permet d'identifier concrètement un emplacement sur MapKit, et donc ça peut notamment être utile pour récupérer encore plus d'informations sur un lieu donné. Et donc cela, vu que ça fait partie de MapKit, directement on va pas pouvoir le modifier. Ça fait partie des frameworks de Apple, donc on va pas pouvoir modifier ça pour le rendre entre guillemets compatible avec Swift Data et notamment avec ce macro modèle. Et donc quand on va lancer notre application, ça va la faire crasher avec un petit message d'erreur, et du coup Apple ici va nous apporter une solution possible quand ce genre de situation arrive. Concrètement la solution elle est relativement simple, il nous suffit d'ajouter cela, @attribute.codable juste avant la variable. En faisant ça, maintenant ça va fonctionner, on va plus avoir de crash du tout. On va pouvoir faire ça parce que ce type de données là, mkMapItem.identifier, c'est un type de données qui implémente concrètement le protocole Codable. Donc je vais pas rentrer dans le détail sinon ça va être trop compliqué, mais concrètement vu que ce type de données se conforme au protocole Codable, eh bien on va pouvoir de manière détournée faire en sorte que voilà ça puisse fonctionner, parce que du coup ce type de données il implémente certaines choses, certaines méthodes notamment qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir utiliser ça avec Swift Data. Par contre on va pas pouvoir sur ce type de données utiliser notamment des filtres où on va pas pouvoir trier les résultats qu'on récupère, mais au moins voilà ça permet d'utiliser des types de données qui sont pas forcément mis à jour, des types de données qui sont utilisés par des frameworks, voilà des types de données qui sont pas forcément compatibles avec notamment Swift Data, avec le macro modèle. Sinon maintenant troisième nouveauté dans Swift Data, que jusque là on l'a déjà vu au début de cette vidéo, on peut utiliser ici Query pour récupérer des données dans la mémoire de l'appareil, pour faire une requête, pour récupérer les données et potentiellement les afficher dans une vue. Mais voilà, Query ça va fonctionner uniquement pour une vue. Donc on a un petit schéma de à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Du coup avec notre petite requête on va pouvoir récupérer nos données dans la mémoire du téléphone via le modèle contexte. Donc, le modèle contexte il va récupérer les données via le query et qui va du coup pouvoir les afficher dans la vue. Mais voilà, le query c'est vraiment pour des vues, encore une fois, pour des écrans. Et donc on va avoir une nouveauté très intéressante avec cette dernière mise à jour de Swift Data, ça va être un Results Observer. Concrètement ça va fonctionner comme un query pour les vues, mais là on va pouvoir utiliser un Results Observer pour du code qui n'est pas forcément une vue. Et on va pouvoir notamment là aussi effectuer du tri, du filtrage et du sectioning comme on l'a vu au début de la vidéo. Et donc ça fonctionne totalement de la même manière, on a nos données stockées dans la mémoire, et donc ça va faire ce chemin là, ça va récupérer les données via le modèle contexte, ça va récupérer les données via le Results Observer, et du coup on va pouvoir récupérer ces données et les utiliser dans notre code en dehors d'une vue SwiftUI. Et donc l'avantage, tout comme le query ici, c'est que ça va pouvoir observer les changements. Quand il va se produire un changement dans une donnée en particulier, et bien vu que ça observe en continu, tout comme le query, ça va mettre à jour et relancer notre code potentiellement derrière s'il y a eu un changement. Donc ici notre code reste toujours à jour par rapport aux changements qui sont faits dans la mémoire. Donc vraiment super pratique. Donc on a une démonstration toujours dans notre application de voyage avec l'intégration ici de la map via MapKit. Donc voilà le code. Donc là je vais pas passer du temps à détailler tout ça. Concrètement ce code fait en sorte que ici la caméra de la map affiche à l'écran tous nos lieux qui sont dans notre liste. On a 5 lieux ici et donc ils sont répartis ici sur la map, et donc ça fait en sorte déjà qu'ils soient tous visibles. Donc ça dézoome suffisamment pour tous les afficher, les lieux sur la carte. Et en plus de ça, le code fait en sorte que, par exemple, quand on va supprimer un des 5 emplacements, vu qu'on utilise un Results Observer, ça va faire en sorte que voilà, quand il y a ce changement, de mettre à jour la caméra pour zoomer ou dézoomer en fonction des modifications. Ici, du coup, on a nos 5 emplacements, et donc attention, quand l'utilisateur va supprimer un emplacement, comme Toronto, juste là, attention, bam, voilà, c'est supprimé. Et donc grâce au Results Observer, ça va exécuter le code, ça va mettre à jour du coup le zoom de la caméra
caméra pour recentrer. Vu qu'on a supprimé Toronto, et bien voilà, ça peut bouger la caméra et recentrer ici sur les lieux qu'il nous reste ici à l'écran. Donc concrètement voilà, ça sert à ça un Results Observer. Ça nous permet, tout comme le query, et bien d'observer notre stockage, d'observer nos données et de réagir pour afficher nos différentes données notamment, mais aussi ça va pouvoir et bien s'actualiser quand ça détecte un changement. Et du coup la dernière nouveauté de Swift Data, ça va être le History Observer. Donc il faut savoir que tous les changements qui vont se faire dans le stockage via Swift Data, ça garde en mémoire l'historique de ce qu'il s'est passé auparavant. Et donc cet historique, il est utilisable dans notre code pour créer des fonctionnalités si on le désire. Par exemple, cet historique de changement, ça nous permet par exemple de synchroniser les données entre le stockage en local et le stockage sur le cloud. Mais du coup, on va avoir une nouveauté, ça va être l'History Observer. Et donc ça rend beaucoup plus simple la réaction à un changement qui va se produire dans le stockage. Et donc un History Observer, ça va notamment avoir une propriété qui est Event Counter. Donc à chaque changement qui va se produire, ça va incrémenter de 1 cette propriété. Et donc on va pouvoir observer ce petit compteur qui va s'incrémenter dans notre code pour effectuer des actions en fonction de ça. Et du coup ici c'est utilisé pour quand on effectue un changement dans notre application, dans les données en local, ça va pouvoir envoyer nos données sur un serveur pour les mettre à jour. Donc ça fonctionne dans ce sens-là et pas dans les deux sens, sinon ça demanderait du code complémentaire. Du coup voilà pour cette petite nouveauté, History Observer. Donc ça c'est totalement nouveau avec ce petit Event Counter, ce petit Results Observer, ça c'est vraiment très intéressant, ça je vais m'en servir c'est sûr et certain. Et pareil pour le sectioning, le fait de séparer les données qu'on récupère dans le stockage en différentes sections directement, ça aussi c'est sûr je vais m'en servir. Enfin voilà, c'était toutes les nouveautés de Swift Data présentées lors de la WWDC 2026, des nouveautés très intéressantes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, laisse un like, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne. N'oublie pas de t'inscrire si c'est pas déjà fait à mon cours offert, 5 vidéos offertes dans lesquelles je te donne vraiment des solides fondations dans le domaine de la création d'applications iOS. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça va te faire gagner beaucoup de temps, donc n'hésite pas. Et sinon voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, salut!